Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui en Bourgogne, d'être là à nouveau pour vous présenter donc cette étude. Donc c'est une étude qui a été menée pendant une année, en 2018, qui a commencé donc en janvier 2018 et qui s'est terminée en janvier 2019. Pour commencer en douceur, peut-être une première citation que je vous porte à réflexion. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Ici, deux éléments. Le premier élément, c'est évidemment la question du changement. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'on est face à une crise ou est-ce qu'on est déjà sorti de la crise ou peut-être est-ce qu'on va pénétrer dans une crise? Le contexte en Bourgogne, depuis 2004, il est tel que les prix de vente du foncier ont augmenté de manière très significative. Effectivement, le potentiel de production était en chute, mis à part bien sûr sur la dernière récolte, mais sinon il était en chute. Et pour autant, les marchés ont toujours été demandeurs de la Bourgogne, son image a toujours été valorisée sur les marchés. Cela a généré plusieurs difficultés. Des difficultés d'abord, bien sûr, d'installation pour les nouvelles générations, également de préservation de ces terres d'exploitation, surtout dans le cadre familial. Également, le questionnement au sein même des entreprises du modèle économique choisi pour assurer une rentabilité entre le prix du foncier et le prix de la bouteille, par exemple, ou le prix de vente. Et ce foncier très élevé, il faut également le financer, et c'est une question délicate également. Au final, on s'aperçoit qu'on tend plutôt vers un déséquilibre entre le coût de fonctionnement et les capacités de revalorisation sur les marchés. On pourrait se dire, voilà, c'est un constat. Il ne va pas y avoir beaucoup de conséquences. Pour autant, quelques risques sont quand même à pointer, notamment la disparition de ce fameux modèle traditionnel bourguignon, qui, on va le voir, est peut-être pas si réel que ça. Et évidemment, également une financiarisation de la terre viticole. Plusieurs questionnements se sont donc posés à nous. Des questionnements sur ce qui s'est passé en amont pour en arriver là aujourd'hui, les mutations qui se sont opérées, également la question de ce modèle. Est-ce que c'est un modèle unique qui existe en Bourgogne? Et finalement, est-ce que pour l'avenir, on peut préserver l'accessibilité foncière aux professionnels bourguignons? Ou est-ce qu'on s'inscrit dans une démarche beaucoup plus d'ouverture et de libéralisation qu'on peut accompagner, à laquelle on peut proposer peut-être des tempéraments, mais qu'on ne peut pas stopper, ou en tout cas, les solutions peut-être arriveront en fin de journée, on le verra. Ainsi, pour faire cette étude, on a mixé plusieurs méthodologies, des méthodologies quantitatives par une analyse de bases de données, très objective, une analyse donc des bases de données de l'INSEE, également du SRIS, qui est le service statistique de la DRAF, et de la SAFER, des données internes de la SAFER. À ces données quantitatives, on a ajouté une exploration plus qualitative, avec notamment une très grande enquête de terrain, qui a pris pratiquement la moitié du temps imparti à l'étude. Cette enquête sur le terrain, c'est une enquête qui, on a interrogé des organismes institutionnels, on a également interrogé des viticulteurs. Et surtout, ce qui était très intéressant dans cette étude, c'est qu'on a vraiment adopté une approche pluridisciplinaire.
On ne s'est pas contenté à son propre champ disciplinaire. Moi, je suis juriste de formation. Pour autant, je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des viticulteurs, j'ai rencontré des organismes, donc j'ai joué un petit peu le rôle de sociologue. Également d'économiste, puisque j'ai analysé certaines données avec l'aide, bien sûr, d'économistes. Mais c'est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet d'avoir une image la plus précise possible et la plus complète possible de la situation en Bourgogne aujourd'hui. Ici, vous avez donc la Bourgogne. Donc, comme vous pouvez le voir, du nord au sud, du sud au nord, d'est en ouest, je l'ai parcouru. Moi qui ne connaissais pas, ça m'a permis vraiment de bien découvrir tous les aspects géographiques et culturels de la Bourgogne. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui étaient des viticulteurs, qui étaient donc dans leurs vignes. J'ai également rencontré des organismes institutionnels, des organismes officiels, également toutes les organisations professionnelles, mais aussi toutes les fonctions support, avocats, experts comptables, cabinets d'expertise. Et ces rencontres terrain, elles sont à peu près au nombre d'un peu plus d'une quarantaine. Et une vingtaine sont consacrés à des viticulteurs. Des viticulteurs en cave particulière, mais également des viticulteurs en cave coopérative. Aujourd'hui, je vais vous livrer donc des éléments du diagnostic qui a été fait. Il m'est impossible de vous livrer l'entier rapport. Donc, le rapport en entier, aujourd'hui, au niveau du diagnostic, ici, je vous ai mis donc les points clés qui le constituent. On s'est d'abord, donc on l'a divisé en 6 parties. On s'est d'abord intéressé, bien sûr, à la valorisation du marché foncier. On ne pouvait pas passer à côté. Également, la question de la régulation de ce marché. La question aussi de l'unicité de la Bourgogne. Est-ce qu'il existe une disparité entre les régions? Est-ce qu'on peut parler d'une Bourgogne ou de plusieurs Bourgognes? Et comment est-ce que cela influe sur les modèles juridiques qui sont utilisés au niveau des entreprises? Le bail rural également, qui est un élément clé des entreprises viticoles en Bourgogne. Et pour terminer, on s'est intéressé à l'accompagnement de la transmission en Bourgogne. Donc aujourd'hui, force est de constater, je suis désolée de vous l'apprendre si vous ne vous en étiez pas rendu compte, même si je suis sûre que oui, il n'existe pas de modèle bourguignon unique. Il existe d'abord une sectorisation départementale. Celle-ci, on ne peut pas la nier, entre donc la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et Lyon. Tout d'abord, au niveau du nombre des exploitations, comme vous pouvez le constater, en Côte d'Or, c'est le département qui regroupe le plus d'exploitations. Les 3 départements ont une surface moyenne entre 8 et 10 hectares. Pour autant, on peut constater qu'en Côte d'Or, près de 3/4 des exploitations exploitent moins de 10 hectares. Alors qu'à contrario, par exemple, dans Lyon, près de 60% des exploitations exploitent plus de 15 hectares. Et en Saône-et-Loire, on se retrouve même avec des méga-exploitations de plus de 30 hectares. À cette absence donc de modèle bourguignon unique au niveau juste de la structuration des entreprises, on peut ajouter qu'il y a une porosité entre les frontières des métiers autour de la vigne et des différentes catégorisations qui existent, notamment cave particulière, négociant et cave coopérative. Aujourd'hui, on n'est pas forcément vigneron en cave particulière uniquement. On peut être aussi négociant. Le négociant également parfois va s'orienter vers d'autres activités. Et de plus en plus, on voit, c'est ce que j'ai vu donc dans mes entretiens, sur les caves coopératives, on tend vers une mutation et une ouverture quand même du régime très strict des caves coopératives pour justement pallier au défaut de renouvellement de génération.
Donc on voit que tout bouge et que les frontières tendent vraiment à s'estomper de part et d'autre. La forte valorisation et l'accès restreint au marché foncier va de pair, puisque si le foncier est cher, il est difficile d'y accéder. Pour commencer, peut-être quelques chiffres. En Bourgogne, la valeur vénale des terres et prés est la plus faible de France, avec 3 160 € par hectare. Pour les vignes, on est à 301 500 € par hectare, soit 100 fois plus. Les transactions des vignes en Bourgogne, donc ça c'est les chiffres de 2017, sont assez stables au niveau de la superficie, également au niveau des transactions. Pour autant, au niveau donc, de la valeur de ces transactions, on est toujours en augmentation. En outre, les chiffres donc, de 2018 ne font que confirmer toute la tendance depuis quelques années, comme vous pouvez le voir ici. Donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, le prix continue d'augmenter, et il continue d'augmenter particulièrement pour les AOC les plus chers. Et il y a un effet d'aspiration des AOC intermédiaires. C'est ce qu'on peut constater ici pardon, sur la valeur des vignes en AOP, en Côte d'Or, en Saône-et-Loire et dans l'Yonne. On constate vraiment qu'en Côte d'Or, on double, voire parfois on triple la valeur entre 1991 d'abord et disons 2010, et ça continue d'augmenter entre 2010 et 2017. La différenciation, la sectorisation entre les départements est donc vraiment tangible. En plus de cette sectorisation entre les zones viticoles, il existe également une sectorisation entre les appellations au sein même de ces zones. Ainsi, si on prend l'exemple de l'Yonne, on peut voir que le Chablis premier cru, au niveau de sa valeur, la valeur est double par rapport, par exemple, au Chablis et triple par rapport au Petit Chablis. Alors que l'appellation Bourgogne, appellation régionale, elle, tend plutôt à stagner, même s'il y a une légère augmentation. Concrètement, ça veut dire quoi? Et c'est ce qu'on peut voir également dans le Mâconnais, c'est que l'appellation, le nom, devient une marque. C'est une image de qualité. Ici, clairement, on peut voir que le Saint-Véran, le Pouilly-Fuissé, le Viry-Clessé, ce sont donc des appellations qui se sont envolées. Le Mâcon blanc commence lentement à émerger. Toutefois, on peut voir que le Mâcon rouge, lui, il affiche une baisse de près de 10% depuis à peu près une dizaine d'années. Cette constatation est encore plus significative quand on regarde donc la valeur des vignes en Côte d'Or. En bleu, vous avez les Bourgognes Grand Cru. Et vous voyez à quel point l'évolution est impressionnante. D'autant plus quand on regarde donc l'appellation Bourgogne, appellation régionale, qui elle est constante depuis donc 1991. Et l'appel d'air justement se montre également puisque après les Bourgognes Grand Cru, donc en jaune vous avez les Bourgognes Premier Cru blancs qui donc sont aspirés par les Grands Crus. On peut donc constater qu'il y a un lien étroit entre la valeur vénale des vignes et l'image de marque, et que en Bourgogne, donc, on peut parler de valeur refuge. Alors, c'est vrai que cette image de qualité, ça crée une forte attractivité, notamment pour des investisseurs étrangers, ou des étrangers, j'entends hors Bourgogne,
ou des investisseurs même, disons, qui ne sont pas forcément exploitants à l'origine. Pourquoi? Parce que d'une part, on a beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle l'investissement passion. Alors c'est vrai, il faut une certaine passion, c'est ce que tout le monde disait en introduction. Le vin, ce n'est pas juste une histoire économique, ce n'est pas juste une histoire juridique, il y a quelque chose qui va au-delà de ça, et notamment dans la transmission. Pour autant, l'image de marque de la Bourgogne, si elle est raccrochée à une entreprise, valorise également l'entreprise. Et le problème, c'est que cette valorisation très forte de certaines appellations crée une segmentation du marché foncier. Une segmentation très forte. Et crée un zonage foncier. Et ce zonage foncier, il a comme incidence de limiter de facto l'accessibilité au foncier pour la majorité des exploitants qui sont originels. Ici, donc, c'est un traitement donc, des données SAFER et on voit donc le prix à l'hectare en milliers d'euros selon les AOC et on voit vraiment l'explosion du prix à l'hectare des grands crus. Suivi de près par les premiers crus, on a toujours cet effet d'aspiration. Les appellations s'inscrivent donc dans une logique d'attractivité et selon où est placée la parcelle, les incidences économiques seront différentes. Les choix économiques aussi pour l'entreprise seront complètement différentes. Et ça conditionne vraiment les trajectoires de transmission. Ça conditionne également l'anticipation de la transmission, qui est un élément clé pour réussir une bonne transmission. Par ailleurs, il existe un lien très fort entre la dynamique sociétaire, la localisation géographique et le niveau de formation. Aujourd'hui, de plus, un vigneron, s'il veut se développer, peut difficilement rester uniquement vigneron. Il doit être technicien, bien sûr, il doit être dans ses vignes, mais il doit également pouvoir manager, pouvoir avoir des perspectives et des projections économiques. Ici, vous avez les principales structures juridiques qui sont utilisées selon les différents départements. Vous pouvez donc constater qu'en Côte d'Or, vous avez seulement 34% d'entreprises individuelles et que près de 75% des entreprises sont gérées sous forme sociétaire, puisque SCEA, EARL est sous autres, donc c'est les 17%, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. On retrouve les sociétés qui ne sont pas destinées au monde agricole, c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée, les SARL, etc., qui sont donc très développées en Côte d'Or. Dans l'Yonne, on a donc une part moins importante, même si on tend à se rapprocher donc, du modèle de la Côte d'Or. En revanche, quand on regarde la Saône-et-Loire, on a presque 60% donc, des entreprises qui sont exploitées de manière individuelle. Et la part des entreprises autres, donc, qui s'inscrivent dans une logique beaucoup plus dynamique, on va dire, en tout cas hors du monde agricole, sont vraiment moindres. Et on retrouve également une part importante de GAEC. Ici, vous avez le niveau de formation des principaux donc, exploitants. Et vous pouvez constater donc, pour les personnes qui ont plus de 50 ans, le niveau de formation est beaucoup plus faible que pour les personnes nouvellement arrivées. Il y a une incidence quand même importante entre le niveau de formation et le choix du modèle économique, le choix du modèle stratégique de l'entreprise. Par ailleurs, ce choix est différent suivant le département, si c'est en Côte d'Or, en Saône-et-Loire ou dans l'Yonne. Vous pouvez voir donc en Côte d'Or que la part de personnes qui ont un niveau supérieur, donc bac plus 3, est plus importante que dans les autres départements. Les modèles juridiques
qu'on a retrouvées dans les structures viticoles, on les a classées en 3 catégories. Alors, il y a l'entrepreneur individuel. Clairement, on est sur une fusion de l'exploitation et du foncier. C'est la prise de risque qui est importante, forcément, puisque le patrimoine de l'entreprise se confond avec le patrimoine personnel. Donc, on pourrait imaginer que ce modèle-là est dépassé. Ce modèle-là est loin d'être dépassé. C'est encore celui qu'on rencontre le plus et c'est celui qui est encore plébiscité. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très facile juridiquement et administrativement d'exploiter de manière individuelle. C'est très simple. Pour autant, on a rencontré aussi beaucoup un couple dans les années 60-70, ça s'est beaucoup développé. On arrive un peu aux limites aujourd'hui, c'est le couple d'un GFA associé à une société d'exploitation. Donc le GFA porte le foncier et la société d'exploitation loue les terres au GFA. On dissocie complètement la propriété avec l'exploitation. On peut imaginer que c'est la solution miracle. Ça ne l'est pas forcément, puisque parfois on se retrouve sur des générations plus 2, plus 3, avec des situations de blocage, même si au niveau juridique, ça commence à bouger au niveau de la jurisprudence. Malgré tout, on se retrouve dans des situations parfois assez compliquées. Et aujourd'hui, c'est pour ça, comme on a pu le voir en Côte d'Or, on s'oriente plutôt vers une logique plus sociétaire, de maîtrise du foncier, une société quelque chose de beaucoup plus dynamique, qui est facilement changeable, avec peut-être des entités qui pilotent d'autres entités, puisque une SAS, par exemple, peut avoir dans son ou une SA peut avoir dans son conseil d'administration une SAS. Donc, on a un montage juridique qui permet plus de flexibilité et d'adaptation au marché, d'adaptation aussi aux changements familiaux. Mais ce n'est pas la majorité encore. Vous pouvez voir ici, par exemple, le nombre de créations pour le vignoble chablisien par statut juridique. En vert, vous avez les exploitants agricoles. Et vous pouvez donc voir que les exploitants agricoles sont encore majoritaires, même si l'EARL et bien sûr la SCEA talonnent les exploitants agricoles. Parce que souvent on commence en étant exploitant agricole, exploitant individuel, et ensuite on s'oriente plutôt vers une structure sociétaire. On retrouve exactement la même dynamique dans le Mâconnais, avec quand même une part pour les exploitants agricoles encore plus prégnante. Et vous commencez à voir l'inversion ici sur le vignoble de la Côte de Nuit. Vous avez une part beaucoup plus importante de tout ce qui est autre, donc qui est en bleu foncé. Donc, comme je vous le disais, cette logique de maîtrise du foncier, c'est une logique qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui s'inscrit dans un projet économique, qui s'inscrit dans une vision à long terme et avec une vraie réflexion. On utilise donc des formes sociétaires plus souples, plus dynamiques. Et ces formes plus dynamiques sont plus présentes en Côte d'Or, puisque c'est aussi le lieu où il y a le plus de tensions foncières. Donc, on va dire le besoin existe, il faut bien trouver des solutions. Pour résumer, on pourrait dire donc que la question centrale, elle s'articule autour du foncier viticole bourguignon. Mais elle est quand même, elle s'oriente sur plusieurs aspects. Ce n'est pas uniquement le foncier dans sa valeur économique, dans sa valorisation, ou peut-être même sa survalorisation, mais également sa valeur culturelle, comme je l'ai entendu, les climats, son accès, et puis son importance également dans le capital de l'exploitation. Et au final, sa transmission ou sa reprise. La question qui se pose alors, ce sont les conditions de son exploitation et sa régulation. Quand on dit régulation, pourquoi est-ce qu'on régule? On régule parce qu'à un moment donné, on veut arriver à un équilibre pour arriver à un marché optimal. Donc il y a un besoin qui existe. Aujourd'hui, donc sur le marché viticole,
l'acteur de la régulation, c'est la SAFER, avec aussi le contrôle des structures. Force est de constater que sur le terrain, pour eux, les outils de régulation actuels sont inadaptés. Ils constatent un manque d'efficacité. Et il y a vraiment une crainte d'une mutation vers une société viticole qui est foncière, qui est financiarisée et qui amènerait obligatoirement un déclassement social. Sur le terrain, il y a vraiment un sentiment de conflit d'intérêts et une remise en cause du droit à agir de la SAFER et une question de sa légitimité. Pour autant, il y a un besoin de régulation, et ça vient du terrain aussi. Il y a un besoin de régulation pour le maintien des viticulteurs, parce qu'ils sont une pièce importante et une pièce maîtresse de l'économie en Bourgogne, mais également hors Bourgogne. Et donc, il y a un enjeu social, économique, mais également environnemental qui est très fort. Sur le terrain, quelques réponses que j'ai pu recenser. Tout d'abord, la plateforme Vitifoncier, donc, qui est une plateforme d'échange de parcelles qui a été mise en place par la SAFER Côte d'Or. Un partenariat également SAFER avec les caves coopératives des Hautes-Côtes pour pouvoir échanger des informations, pour pouvoir anticiper la transmission. Également le GFV Saint-Vincent, qui est une structure privée, donc un groupement foncier viticole privé, qui offre parfois des solutions pour des exploitations viticoles qui se retrouvent bloquées ou en manque de financement. Et également des pôles d'accompagnement de plus en plus actifs et qui se développent beaucoup au sein des structures bancaires qui donc ont justement le pouvoir de repérer les personnes qui sont amenées à transmettre. Quelles perspectives sont possibles aujourd'hui? Alors peut-être pourrait-on imaginer créer un opérateur de régulation sui generis qui proposerait une réelle gouvernance du foncier, qui permettrait de représenter tous les acteurs. Et qui dit forte régulation, ou en tout cas régulation plus efficace, dit également des contrôles qui soient plus efficients et qui s'inscrivent dans une logique de transparence beaucoup plus claire qu'aujourd'hui, sans faire de mauvais jeu de mots. Une part publique du financement également de cet opérateur permettrait peut-être d'enlever peut-être de l'opacité de certaines commissions, ou voilà, en tout cas c'est ce qui est ressenti sur le terrain. Une logique de co-gestion, de co-construction, donc j'entendais tout à l'heure madame qui parlait justement de cette nécessité de construire tous ensemble quelque chose, et ça paraît primordial. Et aujourd'hui, il est difficile peut-être d'agir sur le prix des terres. Parce que comment est-ce qu'on peut bloquer un marché? Ça paraît assez compliqué. Peut-être qu'en contrôlant plutôt l'usage des sols, en émettant des cahiers de charges, on peut à ce moment-là peut-être agir et permettre en tout cas une exploitation qui soit la plus environnementalement acceptable et la plus juste possible. C'est surtout pour lutter contre le risque d'accaparement, qui est un mot très à la mode, et cet accès démocratique à la terre. Parce que si de facto cette survalorisation du foncier empêche son accès au plus grand nombre, on a quand même un problème d'accès démocratique, et de plus en plus on est aussi face à des risques de dommages environnementaux qu'il va falloir de toute façon prendre en compte. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux quand je suis allée sur le terrain, c'était la nécessité de développer la prise de conscience des acteurs et notamment aussi des viticulteurs. Et pour ça,
l'action la plus simple et en même temps la plus compliquée à mettre en œuvre, c'est de favoriser l'anticipation. Si on anticipe une transmission c'est quelque chose de difficile, ça touche à l'affect, ça touche à une obligation à un moment donné de recul sur soi, de regarder aussi les actifs, le passif. Et donc pour favoriser cette anticipation, il faut s'appuyer sur tous les acteurs. On doit donc mettre en place des process dynamiques de coopération, de concertation, de dialogue. Et on peut imaginer que 3 axes pourraient être développés. Peut-être un premier axe d'accompagnement. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que le viticulteur est immobile quand même, géographiquement. Moi, je suis allée le voir, je suis allée le trouver dans ses vignes. Mais bon, c'est pas toujours facile de l'en faire bouger parce que techniquement, il a besoin d'être dans ses vignes. Mais pour autant, il est quand même très volontaire et il a envie d'anticiper, mais il n'est pas forcément toujours à même et au courant de tout ce qui existe. Également, donc, favoriser cette anticipation avec peut-être pouvoir mettre en place un maillage intergénérationnel, un maillage territorial sur le territoire, s'appuyer sur les forces vives de formation qui existent aujourd'hui au sein de la Bourgogne, et peut-être dans un dernier temps sécuriser, parce que le problème principal, c'est quand même le financement, et parfois au niveau des banques, c'est pas toujours évident. Donc on a vu que la Champagne a commencé à mettre en place un fonds de garantie, c'est peut-être quelque chose qui peut être reproduit ici en Bourgogne. Il existe par exemple en Allemagne, dans le Baden-Württemberg, un pôle qui est dédié à la transmission des entreprises de manière exclusive. C'est quelque chose qui pourrait être peut-être développé également. Voilà, c'est des éléments de réponse que j'ai pu trouver dans les lectures. Ce qui est certain, c'est que donc il faut poursuivre la réflexion sur les indices, sur cette question de la transmission. Parce que la Bourgogne, elle est donc face à cet enjeu qui est protéiforme. Et comment se positionne la filière là-dessus? Pour terminer, une petite réflexion également. Osons expérimenter, déconcentrer, osons conclure avec nos territoires et nos élus de vrais pactes girondins. Donc c'est quelque chose qui a été dit par le président Macron en 2017. Ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être la solution, elle est territoriale et pas forcément nationale, et que c'est important de s'ancrer dans le territoire. Merci pour votre attention.